Les pouvoirs insoupçonnés de la nature, c'est ce soir sur France 5, un documentaire suivi d'un débat animé par Marina Carrère-Dancos et Enora Malagré. Vous les reconnaissez facilement à leur chasuble et leur petite tirelire. Les bénévoles de la Croix-Rouge sont mobilisés cette semaine pour leur quête nationale. Jusqu'à dimanche, les 79 000 bénévoles de la Croix-Rouge iront à la rencontre du public, de vous, pour collecter des dons. Ça permettra de financer les actions de l'association pour les plus précaires. Quelques exemples très concrets. 4 €, c'est un panier repas complet pour une personne et pour une journée. 10 €, c'est 50 couvertures de survie isotherme. Vous pouvez également faire un don en ligne sur le site croix-rouge.fr. Un hommage pour terminer ce journal. Et beaucoup de reconnaissance pour le docteur Christian Chenet, considéré comme le plus ancien médecin en exercice de France. Il est mort à l'âge de 104 ans. Nous l'avions rencontré en 2021. Il exerçait à Chevilly-Larue, dans le Val-de-Marne, une commune qui souffre particulièrement du manque de médecins. Imperturbable, le docteur Chenet commence sa journée. À 98 ans, c'est le plus vieux médecin de France. Ah bah ça va, oui. C'est sec. On peut laisser comme ça même. Ah bah il s'est blessé là. Il y a des blessés pour porte. Il s'est blessé, alors on est obligé de faire du sérum antitétanique parce qu'on ne sait pas du tout son statut vaccinal. Même si l'âge ralentit ses gestes, le médecin est en parfaite santé. Et il continue à mettre son expérience au service des patients. Il sait qu'il est l'un des derniers remparts contre le manque de soignants. Parce que c'est bien ça, il n'y a plus d'infirmières dans le quartier. C'est une race en voie de disparition, comme les généralistes. Mais c'est pas logique, ça devrait être une infirmière qui fait ce travail-là. On vous pique là ou dans la fesse, comme vous voulez, dans le bras. Avec calme et humanité, il enchaîne les consultations. Il prend le temps qu'il faut pour chacun, malgré le monde dans la salle d'attente. Ça fait 30 ans que je le vois. Moi, je l'ai choisi parce qu'il y avait une amie à moi qui le connaît bien et elle le connaît depuis déjà 30 ans, elle aussi. Eh ben, elle m'a dit c'est un bon médecin, il faut le voir. C'est un bon médecin. Il a beaucoup d'expérience. À chaque fois que j'ai besoin de lui, je suis là. Voilà. C'est touchant de revoir ces images. Le maire de Chevilly-Larue, la commune où il exerçait, salue la mémoire d'un homme profondément engagé. Et sous son communiqué publié sur les réseaux, plusieurs commentaires rendent hommage à cet homme, modèle d'humanité et de solidarité. Jamais vu un médecin si dévoué, écrit un internaute. Merci à ce grand homme. Oui, franchement, c'est absolument incroyable. Les médecins, comme on n'en fait plus, on peut le dire tel quel, et on salue évidemment sa famille. Et on souhaitait absolument belle vocation, rendre hommage, une belle vocation. Merci beaucoup Emma. À demain. Et à demain. Dans quelques instants, dans notre dossier du jour, nous répondrons à toutes vos questions autour du fameux Zona. Et nous serons avec une médecin, un neurologue. Dans notre série Le Pouls de la France, nous irons dans le service d'oncologie de Valence qui propose des soins d'une socio-coiffeuse et d'une socio-esthéticienne. Le coup de cœur d'Enora Malagré pour une association qui vient en aide aux personnes trans. Nordine Tab, notre coach sportif, viendra en aide à Françoise, une téléspectatrice qui a une prothèse de genou et qui aimerait se remettre au sport. Et Nordine lui propose un programme sur mesure. Nous répondrons à la question de Lina, une téléspectatrice qui souffre durant l'été car ses cuisses frottent et c'est responsable de douleurs. Elle aimerait savoir comment être soulagée et si des solutions existent. C'est Rim qui lui répond dans un instant. Je vous rappelle que nous sommes en direct. Vous pouvez nous poser toutes vos questions par SMS au 41 555 et il est temps de retrouver notre chroniqueur. Rim, Enora, très content de vous retrouver. Enora, vous nous parlez d'une association qui vous tient particulièrement à cœur. Oh oui, je suis très très fière de vous parler de cette association. Une association féministe trans pour les personnes transmasculines, transféminines, non-binaires. C'est la plus ancienne, elle s'appelle Outtrans. Vous la voyez ici, c'est une association qui est née en 2009 et qui a pour but, eh bien, évidemment, l'entraide et surtout la lutte contre la transphobie. Alors, on rappelle que le terme de personne trans correspond à une personne dont le genre ne correspond pas à son sexe biologique, qui est assigné à la naissance. Alors, par exemple, une personne transmasculine, c'est une personne qui est née dans un corps de femme, mais qui sont plus heureuses, ou plus heureux, dans un corps d'homme. Alors, au début, c'est d'ailleurs plutôt une association transmasculine, parce qu'il y avait toujours un très gros souci d'invisibilité sur cette communauté, puis ça a tellement fonctionné, si je puis dire, au vu des demandes, que l'asso s'est ouverte aux femmes trans et aux non-binaires. Alors, les non-binaires, je vous explique, ce sont des personnes qui se sentent ni hommes ni femmes, ou bien tout à la fois. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, l'association travaille autour de 4 axes. L'entraide, évidemment, se soutenir, s'échanger les bons tuyaux de médecins, etc. Les formations, l'édition de brochures et puis, bien sûr, le plaidoyer.
Sans oublier qu'il y a un besoin, on imagine, d'écoute et d'accompagnement justement des personnes trans. Oui, et ça, c'est la HAS, la Haute Autorité de Santé, qui le dit. La population trans est la plus à risque de violence et de précarisation que la population générale. Rejet familial, des agressions évidemment dans l'espace public, des difficultés professionnelles à trouver de l'emploi, difficultés à trouver des logements. Il y a encore tellement de clichés, un peu le cliché de la femme à barbe. Enfin bon, c'est vraiment ridicule. Il y a aussi des discriminations majeures dans l'accès aux soins. Il y a quand même des médecins, il faut le dire, qui refusent de soigner les personnes trans. Il y a aussi des délais très, très longs, des défauts de prise en charge, des problèmes de traitement, etc. Et pour accompagner ces personnes trans, eh bien, l'association elle propose notamment des groupes de parole. Alors ça bosse, à Outrange, je peux vous dire que ça bosse. Il y a 5 types de groupes de parole différents, c'est fabuleux. Alors il y a des groupes de parole par exemple non mixtes. Donc c'est un groupe pour celles et ceux qui sont en début de transition. Et puis il y a un groupe pour celles et ceux qui ont déjà fait leur transition, parce que c'est des problématiques quand même très différentes. Alors par exemple, le groupe qui sont en début de transition, il parle par exemple beaucoup de sexualité. Je vous donne quand même un chiffre. 80% des personnes qui démarrent leur transition se font quitter ou sont malmenés en amour. C'est quand même un sujet important. Et puis il y a aussi des groupes pour les mineurs et pour les ados. C'est la première association Outtrans et qui est encore très très rare à avoir mis ça en place. Ils le font depuis 10 ans, à tel point qu'ils font des réunions, c'est tellement bien fait, le dimanche, pour qu'il y ait aussi des personnes de la province qui puissent venir avec leurs parents aussi, notamment avec leurs proches. Et il faut savoir qu'à chaque groupe de parole, là en gros il y a 70 personnes par groupe de parole. C'est vous dire à quel point il y a de la demande. Ces groupes de parole permettent également de parler des clichés dont les personnes trans sont également victimes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a encore énormément d'idées reçues, de clichés. La directrice de l'association Anaïs Perrin-Prével nous en dit quelques mots. Elle détricote tout ça, regardez. Lorsque l'on parle de transidentité, il y a des idées reçues qui ont la vie dure. Par exemple, l'idée qu'il faudrait obligatoirement aller voir un psychiatre pour engager une transition. Être trans n'est pas une maladie mentale. Aussi, n'importe quel médecin généraliste est capable de nous accompagner et coordonner les soins. Autre idée reçue, l'idée que toutes les personnes trans voudraient faire des opérations génitales. C'est loin d'être le cas. Elle est formidable, Anaïs. Alors voilà une de leurs victoires, la dépsychiatrisation des transidentités. L'identité de genre ne doit pas être l'objet d'une évaluation psychiatrique spécifique. Et l'OMS, d'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé, a décidé de sortir les transidentités des troubles mentaux. Ça a été en vigueur en 2022. C'est quand même pas rien. Et c'est Outtrans vraiment qui était à l'initiative de cela. Et moi, je rajouterais quelque chose de très important. La transphobie, c'est pas une opinion, c'est un délit. C'est puni par la loi. Et je suis très très fière de le dire haut et fort, ici, sur le service public, parce qu'ici, sur le service public, nous défendrons toujours avec ferveur la tolérance, l'inclusion et la liberté, n'en déplaise à certains. Et vous avez également une adresse mail à donner si jamais on souhaite leur écrire. Absolument, si vous voulez aussi participer à ces fameux groupes de parole qui aident énormément, autosupport@outtrans.org. Bravo à cette merveilleuse association et un gros bisou à Anaïs. Et il y a également des tables rondes auxquelles on peut participer. Oui, bien sûr, évidemment, mais ils font tellement de choses, vraiment. Allez-y. Merci beaucoup, Enora. Merci, Jimmy. Et tout de suite, on retrouve Nordine Atab. Mais avant ça, on a reçu la question de Sophie qui nous demande s'il existe aujourd'hui un vaccin efficace contre le zona, car son papa en a eu un très douloureux à 70 ans. Eh bien Sophie, nous répondrons à votre question ainsi que celle de Claire, Catherine et Lina dans quelques instants dans notre dossier du jour consacré au zona. Aujourd'hui, Nordine Atam, notre coach sportif, part à la rencontre de Françoise qui a une prothèse de genou et Nordine va lui proposer une série d'exercices pour l'aider à reprendre le sport. Reportage Delphine Renaud, Mathieu Vibo, Lucie Dulois. Coucou les amis, bon aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Françoise. Alors Françoise, durant des années elle avait mal au genou, à tel point qu'elle s'est fait poser une première prothèse, puis une deuxième. Et aujourd'hui, elle peut enfin gambader. Donc ensemble, on va voir comment elle peut reprendre le sport, mais surtout les exercices qu'elle doit intégrer. Allez, suivez-moi. Ah, j'avais peur. Bonjour, Bonjour Françoise. Vous allez bien? Oui, vous? Oui, très bien. Merci de m'accueillir. Ah, bah avec plaisir. Wow, mais c'est une salle de sport ici. Ah, complètement. Un vélo, des élastiques, un gros ballon. Oh, il y a même... Alors ça, j'adore.
Ah, ça, c'est mon petit préféré. Petit. 5 kilos. 5 kilos. 5 kilos quand Bon, même. Hein. ça tombe bien, on a de quoi travailler. Oh, alors ça, c'est du vélo. Hein. Avant de débuter, Françoise, j'avais une question. Ouais. Comment ça se fait que vous avez une salle de sport chez vous? Je me suis fait opérer, j'ai eu des prothèses de genoux. Alors, une prothèse au genou gauche l'an passé, une prothèse au genou droit cette année. Et comme les chirurgiens, les anesthésistes m'avaient tellement dit la réussite de l'opération, c'est la rééducation. Donc, je me suis dit, il faut que je me booste. Et donc, je vais m'installer une petite salle de sport. Et donc, je fais ma rééducation tous les jours. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de travailler en dissocié. On va pédaler, en fait, au final, qu'à une jambe. Ce qui va nous demander un travail beaucoup plus important de la jambe lorsqu'on va pousser, mais aussi lorsqu'on va ramener la pédale. C'est-à-dire qu'on va tirer sur la pédale pour ramener la jambe vers l'arrière, puis vers le haut. Donc là, vous allez pédaler en appuyant, puis vous allez tirer afin de pédaler à une seule jambe. C'est ça, exactement. Allez, donc là, on change de pied, super, on libère la jambe, on met le pied là. Et la même chose, tranquillement. Alors je vais quand même baisser la résistance, voilà, comme il est convalescent. Allez. Tac, super. Comment vous vous sentez là? Là, oui, je sens que ça travaille autrement. Et puis c'est moins monotone que de pédaler 10 minutes. C'est vrai. Je vous laisse peaufiner l'échauffement, je vais préparer l'autre exercice. D'accord. Allez. Entendu. Françoise? Oui. Venez me rejoindre s'il vous plaît. Quand même, je vais arrêter ma lecture. J'espérais que vous n'alliez pas aller au bout du livre. Ah bah, j'en suis déjà à 3 livres. Hein. Là, je vous vois en train de marcher avec aisance, de gambader. Ça a toujours été comme ça? Avant l'opération, j'étais un peu quand même gênée par ces genoux qui n'avaient plus de cartilage et qui me faisaient souffrir. À partir du moment où j'ai commencé à me poser des questions quand j'allais quelque part pour savoir s'il y avait des escaliers à monter, là, je me suis dit, faut que je fasse quelque chose. Françoise, j'ai bien entendu tout à l'heure, vous n'aimez pas trop la monotonie, hein, c'est ça? Non, c'est vrai, ouais. Bon, ouais. alors, vous savez quoi? Je vais vous proposer un deuxième exercice. Donc là, en fait, on va renforcer les jambes, on va travailler l'équilibre, mais vraiment de manière ludique. C'est-à-dire qu'on va se déplacer de fauteuil en fauteuil et à chaque fois, il va y avoir une variante. Vous allez pouvoir serrer le coussin entre les jambes et je vais vous demander de vous relever tout en maintenant le coussin entre les genoux. Allez, on se relève. Super. Maintenant, on passe ici. Donc là, on va travailler l'équilibre. Et pour ça, vous mettez en appui sur un pied. Le but du jeu, ça va être de passer les bonbons tout en étant en appui sur la jambe. Voilà, super. On change de pied. Allez, on se déplace d'un fauteuil. 3e siège, 3e sollicitation. Et pour ça, je vais poser 2 livres par terre. Les autres, vous allez pouvoir les tenir donc entre vos mains. Les bras détendus, on écarte les pieds. Et là, but du jeu, vous faites un mouvement de squat. Vous venez poser un livre. Hop, et on revient en position. Super. Deuxième, même chose. Là. Allez. Dernière. Oui. Et l'autre. Super. Et bien entendu, si on fait le système inverse, l'exercice sera plus sollicitant. D'accord. Comment vous êtes senti sur les différents exercices? Bien, très bien. Effectivement, la monotonie est rompue. Et puis, c'est surtout que je sens qu'il y a différents muscles qui travaillent différemment. Françoise, vous avez tout dit. Je vous laisse réfléchir aux exercices et puis je vous dis à bientôt. À bientôt, Mardi. Allez, au revoir. Pour terminer, 2 conseils. Le premier, avant la pose d'une prothèse. Trouvez les exercices qui vous permettent de maintenir du renforcement musculaire dans votre vie. Et deuxième conseil, après la pose de la prothèse, là aussi, en y allant progressivement et en adaptant les exercices, et pourquoi pas en jouant avec le mobilier, vous allez trouver les exercices qui vous conviennent. Bon, vous savez quoi? C'est à vous de jouer. À bientôt. À bientôt Nordine, on se retrouve très très vite. Tout de suite, c'est Rim qui répond à toutes vos questions. Et donc c'est Lina qui nous a écrit en nous disant « L'été, j'ai tout le temps les cuisses qui frottent, ça me brûle, j'arrive même plus à mettre des jupes. Est-ce qu'il y a une solution efficace ?» Alors c'est un problème qui est assez fréquent, dont on ne parle pas forcément beaucoup. On est gêné d'en parler, mais c'est une réalité. Ouais. Exactement, ça touche beaucoup de personnes. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas forcément une question de surpoids. Parfois, c'est juste la forme de nos jambes qui fait ça. C'est la morphologie et donc ça peut aussi toucher des personnes minces. Mais c'est vrai que les personnes souffrant d'obésité ou en surpoids s'en plaignent régulièrement en été, en plus avec la transpiration. Voilà, c'est un moment assez désagréable. Surtout que ça peut donner du coup des rougeurs, des brûles, quasiment l'équivalent d'une brûlure en fait. Exactement. Donc c'est vraiment très inconfortable, c'est douloureux. Et Lina nous demande s'il existe des solutions efficaces. Oui, alors regardez, j'ai trouvé pas mal de solutions à proposer à Lina et aux personnes qui sont touchées par cela. On va commencer déjà par les shorties, donc des shorts qui sont comme un effet un peu seconde peau. On va les mettre sous une jupe et ça va de fait éviter que les cuisses se frottent entre elles. Ça coûte 10, 20 € en général et ça marche très bien. C'est quand même une solution assez simple. Vous le lavez, vous le réutilisez, ça peut vous faire tout l'été.
un peu moins connu, vous avez ces bandes autocollantes. Vous voyez, c'est un petit peu comme les bas. Vous avez là la bande autocollante. Ça peut être bien quand vous avez notamment une jupe un petit peu courte et vous allez le placer autour de votre cuisse. Là aussi, vous voyez, ça évite le frottement pour la peau. Et enfin, une autre solution qui est un peu moins connue, mais que j'ai trouvée assez astucieuse. Si vous portez un short, par exemple, et que vous ne pouvez pas mettre ça, eh bien, vous avez ces patchs à coller génial, ici à l'intérieur. J'en veux, moi. J'en ai plein, Enora. Je vais vous en donner. Bon, vous le mettez droit, vous le mettez bien, vous prenez la même couleur que votre peau. Et là aussi, vous voyez, ça évite que la peau frotte et donc ça évite ces rougeurs, ce dont on parlait avant. Voilà, donc 3 solutions textiles. Je ne connaissais pas ces patchs, hein. Franchement, C'est pas mal, plutôt hein. Génial, ça, ouais. On peut également utiliser des crèmes, non? Oui, alors ce que recommandent les dermatologues, ce sont notamment les crèmes anti-frottement. Elles vont déposer un film protecteur sur votre peau et là aussi, ça va diminuer le frottement et l'irritation. On les trouve en pharmacie, mais aussi dans les magasins de sport, parce que notamment les coureurs en utilisent aussi, les cyclistes, et ça marche bien. Et en général, ils contiennent des agents gras, comme la glycérine, ou des agents hydratants, comme l'aloe vera, l'huile d'amande douce. Il faut compter entre 5 et 10 €, c'est efficace. Et puis, vous avez aussi la version stick. Ça, c'est pas mal pour l'été. Comme ça, même à la plage, vous pouvez le prendre avec vous. En revanche, j'ai trouvé quand même que ce qui était marketé, c'est-à-dire où il y a écrit cuisses qui se touchent, etc., c'est un petit peu plus cher, puisque là, on est vite à 15-20 €, alors que la crème qui était juste anti-frottement est un peu moins chère. Bon. Mais apparemment, ça marche bien. La vaseline Oui, absolument. voilà, alors ça, un bon c'est vieux pot vraiment de vaseline, l'astuce oui. que les gens se donnent entre eux. Ça marche bien. Là aussi, ça évite les frottements et ça coûte moins de 5 €, donc c'est pratique. Des conseils où il existe d'autres dispositifs encore? Oui, absolument. Ce qu'on va faire, c'est favoriser donc le coton au maximum plutôt qu'un tissu synthétique. Vos jupes en coton, vous allez quand même transpirer un petit peu moins. Pas mal de personnes mettent du talc aussi. Ça évite donc de trop transpirer. En revanche, il faut en remettre souvent. Donc c'est moyennement pratique, mais voilà, le matin, vous pouvez faire ça. Et puis bien se sécher après la douche, la piscine ou le bain, sans frotter trop fort, puisque cette zone a une peau fine et très sensible. Et puis, si on sent que ça s'irrite trop, on peut aussi consulter parce que peut-être qu'il y a une mycose, peut-être qu'il y a une infection, pas rester quand même avec une douleur qui revient en permanence. Eh bien, merci de toutes ces précisions, Rim. Je vous en prie. Et tout de suite, on prend le pouls de la France, direction la Drôme. Et je vous propose de découvrir une belle initiative de l'hôpital de Valence. Dans le service d'oncologie, on propose aux patients un accompagnement tout en douceur, en plus de leur suivi régulier. Les patients peuvent donc bénéficier des services d'une socio-coiffeuse ou d'une socio-esthéticienne. Fanny Bouteiller, Guillaume Biraud et Khalid Mahmoud. À Valence, derrière les murs de l'hôpital, une journée difficile commence pour certains. Allez madame, je viens vous prendre attention. Je prends votre bras. Georgia est une habituée des chambres d'hôpital. Donc vous avez 13 de tension. Dans quelques heures, son corps va recevoir une nouvelle injection de chimiothérapie. J'ai 13 de tension? Oui. Des fois, je m'épate moi-même parce que comme je suis fatiguée, je me dis je devrais avoir 8, 9 et non, je me trouve avec 13 de tension. C'est que j'ai de la ressource encore. Derrière son grand sourire, un combat qui dure depuis plus de 23 ans. Prenez une grande inspiration. Au fil des années, son cancer du sein est devenu métastatique. Ça va. J'ai eu de la chimio, des rayons, et puis j'ai eu 10 ans d'hormonothérapie, tout allait bien, puis en 2016, j'ai rechuté. Dans cet hôpital, les patients atteints de cancer reçoivent une attention toute particulière. Bonjour, bonjour Nathalie. Alors, on est de retour parmi nous? Une fois par semaine, ils peuvent bénéficier gratuitement du savoir-faire de Nathalie. Elle est socio-coiffeuse, une aide précieuse pour traverser cette épreuve. Si ça va pas, si vous avez besoin, on s'arrête, hein? Oui. Ça m'aide psychologiquement à affronter que je vais perdre mes cheveux. Et puis, oui, c'est un pas dans l'acceptation de l'annonce de la récidive, parce que là, j'ai du mal à l'accepter cette fois-ci. Dans une semaine, Nathalie reviendra raser la tête de Georgia. Une manière de devancer les effets de la chimiothérapie et d'éviter des douleurs inutiles. En fait, le cheveu, quand il tombe, c'est le bulbe qui tombe, donc ça fait un poids.
qui tire sur le cuir chevelu. Moi, j'ai vu des personnes, leurs cheveux sont tombés en une nuit. Ils sont couchés avec des cheveux le soir et ils se sont levés le matin, ils n'avaient plus de cheveux. Au dernier étage de l'hôpital, les bureaux de l'équipe qui aide les patients atteints d'un cancer. Martine est infirmière et y travaille depuis 10 ans. Et on a la chance d'être au 6e étage d'un hôpital où on a une belle vue. Ouais. Elle n'est plus au chevet des patients, mais à leur écoute dès qu'ils en ressentent le besoin, tous les jours de la semaine. Allô, oui, bonjour, Martine, infirmière. Oui, bonjour. Vous avez appelé la semaine dernière Oui, suite à tout ma à cure fait, de chimio où j'étais complètement à plat. Enfin, j'ai vraiment jamais eu ça. D'habitude, j'ai quelques jours un peu à plat, mais ensuite ça va mieux. Et en fait, là, ça continue. C'est toujours hyper difficile. Oui, puis on a l'impression qu'on ne sortira pas de ce tunnel. On est Mais complètement c'est ça. abattu. C'est une fatigue qu'on n'a jamais connue. Et on se demande si on en sortira, si on s'en relèvera. Mais vous allez vous relever. Vous allez vous relever, Bon, mais c'est encore une vous me question de temps. rassurez. Cette écoute téléphonique, l'hôpital de Valence a été un des premiers à la mettre en place. Pour moi, c'est essentiel. Le contact, les gens, ils en ont plus. C'est très difficile d'avoir un contact maintenant avec un médecin, d'avoir le temps aussi d'échanger. Des fois, on a des échanges quand on fait du soutien. Et ben, ça dure 10 minutes, un quart d'heure. Ça dure le temps qu'il faut, mais on prend le temps. Prendre le temps, c'est aussi ce que fait Sarah avec les patients. Bonjour. Bonjour. Je suis Sarah, la socio-esthéticienne. Ah, enchantée. Lynn est en immunothérapie pour un cancer du rein avec des métastases osseuses. Comment ça se passe pour vous alors? Bien. Il n'y a pas de douleur articulaire, des choses comme ça? Si, un petit peu quand même. D'accord, donc un peu de douleur. On va un petit peu vous chouchouter aujourd'hui, ça fera du bien, hein? Oui, je veux bien. Sa douceur et ses compétences font partie du parcours de soins. C'est un petit peu une bulle, un peu de... C'est ça. Votre petite bulle de bien-être. C'est ça. ça. Le moment où on pense à soi et à rien d'autre. Un petit peu où on peut mettre les traitements de côté. Ça va? Je vous fais pas mal? Bien sûr que non. Bon, parfait. C'est très important parce qu'il y a des moments de découragement, hein, clairement, et que les autres fassent attention à ce qu'on est, fassent attention à nous. Ben, ça remonte le moral, tout simplement. Et on ressort un peu plus renforcé dans l'idée que oui, on va y arriver. On va y arriver. On passe à notre dossier du jour consacré au zona, cette infection virale qui est du virus de la varicelle contracté dans l'enfance et qui peut se réveiller, donner un zona et par la suite des douleurs chroniques absolument insupportables. On répond à toutes vos questions avec notre spécialiste. Et nous sommes ravis d'accueillir le professeur Nadine Attal, médecin neurologue au Centre d'évaluation et de traitement de la douleur à l'hôpital Ambroise Paré, c'est la PHP. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer toutes vos questions par SMS au 41 555. Le zona, c'est une infection qui est très fréquente en fait. Une grande partie de la population aura au cours de sa vie peut-être un zona. Tout à fait, puisque le zona, c'est, comme vous l'avez dit, la réactivation du virus de la varicelle. Et presque toute la population française a eu la varicelle. Et donc, au cours de la vie, le risque d'avoir un zona, c'est environ 20%. Et ça augmente considérablement avec l'âge, notamment. Donc, oui, tout à fait, c'est une infection fréquente. Alors, vous avez dit que c'est le virus de la varicelle qui se réveille. Ça veut dire que si on n'a pas eu de varicelle, il n'y a pas de zona. Tout à fait. Si on n'a pas eu la varicelle, on n'a pas de zona, mais presque tout le monde a eu de la varicelle. Alors, on va vous montrer justement comment le virus peut se réveiller, quels sont les symptômes que vous pouvez avoir. Donc, on a dit, dans l'enfance, vous allez contracter le virus de la varicelle, vous allez avoir des boutons, ça va passer. Sauf que le virus, il va rester stocké en mémoire dans ce qu'on appelle les ganglions au niveau de la moelle épinière qui se trouve dans votre dos. Et puis, ce virus, il va se réveiller, il va se réactiver, migrer le long de la racine nerveuse et le plus souvent, va toucher la moitié du corps, plutôt sur le membre supérieur, le thorax ou l'abdomen et parfois la poitrine, et donner une éruption cutanée qui peut ressembler un peu de loin à la varicelle avec des petites bulles, des vésicules, précédées parfois des douleurs absolument insupportables. Donc le zona le plus typique, c'est là, mais on peut l'avoir finalement partout sur le corps, à n'importe quelle zone. On peut l'avoir partout sur le corps. Vous avez effectivement dit que c'était davantage les régions hautes du corps, mais on peut aussi l'avoir au niveau, par exemple, des zonas, des parties génitales. On peut avoir des zonas génitaux, c'est absolument terrible. On peut avoir, bien sûr, ce fameux zona ophtalmique qui donne des douleurs épouvantables. On peut même avoir des zonas, par exemple, au niveau de l'oreille. Donc, dans certaines régions, quand ça touche, par exemple, le nerf facial, on peut avoir des douleurs de l'oreille. Donc, vraiment partout sur tout le corps.
Et alors, qu'est-ce qui fait que ce virus se réactive? C'est voilà, c'est le stress ou autre chose? Alors tout à fait. La première cause, c'est quand même l'âge, enfin disons quand on augmente en âge, donc la personne plus âgée, donc par exemple la prévalence elle augmente considérablement après 75-80 ans. Ça c'est le premier facteur de risque de zona. Parce que notre système immunitaire est moins performant, il garde moins le virus endormi en quelque sorte. En quelque sorte, oui, tout à fait, absolument, parce qu'il y a une diminution, même minime, mais il y a quand même une diminution de l'immunité au cours du temps, au cours de l'âge. Et puis les autres raisons, les autres facteurs de risque, c'est bien entendu l'immunodépression. Alors cette immunodépression, elle peut être liée à une maladie comme un cancer. Il y a aussi plus de risques chez les diabétiques, par exemple. Bien sûr, le VIH, toute pathologie qui cause une immunodépression, mais aussi, tout à fait, vous l'avez dit, le stress. Un stress qui peut être un facteur. Et puis, on ne l'a pas rappelé, je parlais d'infection, mais le Covid, on a eu un peu plus de risques de zona avec le Covid. Donc on peut avoir un grand choc psychologique. Parce que moi, j'en ai eu un, j'avais une vingtaine d'années, mais après, effectivement, un gros choc psychologique. Donc ça pouvait être la conséquence de ça. Ça complète la question de Catherine qui nous demande si le stress ou même un deuil. Tout à fait. Ça peut être un facteur de risque de zona, absolument. Et Nora, donc vous avez fait un zona? Ah non, mais moi, ça m'a terrassée. Enfin, pardon, mais oui, j'en ai eu un exactement sur l'épaule comme ça. J'avais, oui, à peu près 20 ans après un grand choc. Et surtout que j'ai mis très longtemps à m'en remettre. C'était très long. Et je ne comprenais pas. J'étais tout le temps fatiguée. Comment on explique ça? Parce qu'on se dit, à la base, c'est des boutons de la varicelle qui se réveillent. Je caricature de façon Alors, mais c'est ça, et ça vraiment, ça flingue. Hein, alors, vous voyez, le zona, c'est bien plus grave que la varicelle. Beaucoup plus grave que la varicelle. Ça n'a rien à voir. Le zona, c'est un virus neurologique. Comme vous l'avez dit, il reste quiescent toute sa vie dans le ganglion sensitif. Donc, vous l'avez montré sur le schéma. Et à l'occasion d'un stress, l'âge aidant, à l'occasion d'une, comme on l'a dit, une immunodépression, il va se réactiver et donc il va infecter une zone, il va ressortir en quelque sorte, il va infecter la peau, et donc dans un territoire bien particulier, c'est pas n'importe comment, n'importe où. Et effectivement, contrairement à la varicelle qui n'est pas douloureuse, le zona, c'est horriblement douloureux. Moi, je suis spécialiste de la douleur, hein. Donc c'est vraiment une cause de consultation en algologie. Enfin, c'est la pire complication, c'est la douleur. Non, mais on est fatigué très très longtemps. Moi, j'ai le souvenir ça avait disparu, mais d'avoir été fatigué. Pardon, mais genre 2 mois au moins. Alors oui, tout à fait, puisque beaucoup de virus, on peut même avoir un syndrome de fatigue chronique après un virus, entre guillemets bénin, et après le zona encore plus, puisqu'on a très souvent des douleurs séquelaires. Nora dit zona qui fatigue, mais on a la question inverse. Est-ce qu'une grosse période d'épuisement peut donner un zona, notamment lorsqu'on manque de sommeil? C'est Emeline qui nous pose cette question. Tout à fait. Encore une fois, toute réduction, même temporaire d'immunité, à l'occasion d'un stress, d'un choc émotionnel, d'un manque de sommeil, pas une seule nuit, hein, ça peut être quelque chose de récurrent, oui, tout à fait, peut être à même de provoquer un zona chez quelqu'un qui a déjà eu la varicelle, hein, bien entendu. Colette, elle a 75 ans, elle nous demande, un peu inquiète, est-ce qu'on peut avoir un zona, mais sans aucune fatigue, sans problème de santé particulier? C'est pas parce qu'on a fait un zona qu'on a forcément un problème à chercher? Alors, pas du tout. On peut avoir aussi un zona sans aucune raison, mais en général, c'est chez des personnes plus âgées. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. À 20 ans, c'est quand même très rare d'avoir un zona sans facteur particulier. Ça peut arriver, mais c'est rare. Géraldine nous demande s'il y a certains médicaments qui favorisent le risque de zona. Non, aucun médicament. Certains médicaments, c'est les médicaments du cancer qui donc diminuent l'immunité, ou la corticothérapie. Hein, les corticoïdes. Bien entendu, les corticoïdes peuvent favoriser un zona parce qu'ils diminuent l'immunité. C'est pas le médicament en tant que tel, c'est les effets secondaires du médicament. Et alors la varicelle, c'est très contagieux. Est-ce que c'est pareil pour le zona? Alors, le zona, en fait, il n'est pas contagieux en tant que tel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attraper un zona auprès d'une personne qui a le zona. En revanche, quelqu'un qui n'a jamais eu la varicelle, un enfant, par exemple, peut contracter la varicelle au contact de quelqu'un qui a un zona. Vous voyez ? C'est ça. On n'attrape pas un zona. On attrape la varicelle qui ensuite peut devenir plus tard un zona. Donc oui, on peut attraper, par exemple, une personne qui a un zona peut transmettre la varicelle à un enfant. Par exemple. David nous pose cette question, il nous dit qu'il a eu très mal avant l'apparition des douleurs. Est-ce que c'est typique du zona? Oui, tout à fait. On a ce qu'on appelle une phase prodromale, comme on a souvent dans des infections virales, où avant d'avoir l'éruption, on peut avoir pendant 24-48 heures de très fortes douleurs, qui d'ailleurs, justement, quelquefois ça retarde le diagnostic, parce que quand on n'a pas l'éruption, on n'y pense pas. Mais tout à fait. Claudine nous demande si le soleil peut aggraver un zona. Alors, c'est pas que ça aggrave le zona, mais c'est qu'il est préférable de ne pas s'exposer au soleil quand on a une éruption vésiculeuse, qui d'ailleurs parfois peut s'infecter, se surinfecter. Évidemment, il faut traiter le risque de surinfection, donc il vaut mieux évidemment éviter de s'exposer au soleil. Et Lina nous demande si on peut confondre un zona avec une allergie ou de l'eczéma. L'eczéma, oui. Alors,
A priori, non, c'est vraiment des lésions tellement typiques qu'il n'y a pas que les dermatologues qui peuvent faire le diagnostic. Tout médecin généraliste reconnaît un zona. D'ailleurs, ça suinte un peu, quoi. Ça suinte pas toujours, mais c'est des éruptions, c'est typiquement les mêmes éruptions que la varicelle, un petit peu plus rouges quelquefois, effectivement, mais qui ont une distribution neuroanatomique très particulière. C'est pas n'importe où, c'est sur ce qu'on appelle des dermatomes, c'est-à-dire que comme c'est neurologique, c'est sur un territoire neuroanatomique bien précis. De la même manière que quand on a une sciatique, on a une douleur très qui suit un trajet. Exactement. C'est la même chose pour le zona. On a cette question qui a disparu, on nous dit, mais quand on a fait un zona, est-ce qu'on a risque d'en faire un deuxième et puis un troisième? On peut faire des tas de zonas dans sa vie. On peut faire plusieurs zonas puisque c'est une réactivation du même virus. Bon, il y a peut-être des solutions, mais en tout cas, oui, tout à fait, on peut faire beaucoup de zonas dans sa vie et c'est pas très bon de faire beaucoup de zonas dans sa vie. En prévention, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter? On va parler de la vaccination justement dans quelques instants. Voilà. On a reçu une question, on nous demande si le zona peut être plus dangereux quand il touche notamment le visage. C'est Colette qui nous pose cette question. Eh bien, vous allez voir que le zona peut entraîner des douleurs absolument intenses qui persistent pendant plusieurs mois. C'est ce qu'on appelle les douleurs post-zoostériennes. Alors, comment combattre ces séquelles? C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Géraldine Zamanski, Julie Ledru et Stéphane Gioviado. Alors attention, il y a quelques images de zona qui peuvent être impressionnantes. Quand je me suis couchée un soir, tout allait bien, et quand je me suis levée le lendemain, voilà. Devant ce visage gonflé, son médecin pense d'abord à une grave infection des tissus, une cellulite, et Ingrid est très vite hospitalisée. Donc ça, c'était le lundi à l'hôpital. C'est vrai que je faisais peur, hein. Et dans la nuit, j'ai commencé à avoir des coups de poignard dans la partie gauche du cerveau. C'était vraiment douloureux, hein. Donc le mercredi matin, quand le professeur est venu faire sa tournée dans le service, il a dit ah oui, vous avez une belle cellulite faciale, mais pour moi, il y a un zona en dessous. Au niveau du visage, le virus du zona provoque souvent des symptômes purulents qui font d'abord penser à l'attaque d'une bactérie. Et ce retard de traitement augmente le risque de séquelles. 2 ans plus tard, la peau d'Ingrid est encore fragile, comme avec ses plaques rouges aujourd'hui, et elle souffre surtout d'importantes douleurs. J'ai une brûlure permanente, 24 heures sur 24 du visage, mais je m'y suis habituée. Ce qui est pour moi le plus invalidant, c'est ce que j'appelle des poussées, hein. Donc ces pointes de douleur qui arrivent autour des ouvertures. Donc c'est cette partie-là de l'œil, ici, hein, le nez, voilà, et autour de la bouche. Mais ça brûle beaucoup plus fort que la brûlure permanente. Après des années d'errance, Ingrid espère enfin s'en sortir grâce à ce centre expert dans la lutte contre la douleur, comme celle créée par l'attaque du zona sur les nerfs. Le virus va rentrer dans la gaine du nerf. C'est comme un fil électrique qu'on aurait un peu trituré. Le courant passe toujours, mais il y a un court-circuit et donc ça fait des décharges électriques, des piqûres, des sensations de brûlure. Donc c'est très particulier, à tel point qu'il y a une trentaine d'années, quand les gens venaient avec des douleurs neuropathiques, on disait ils s'en foutent, ils sont psychiatriques. Or non, c'est le système nerveux qui a été abîmé. Ingrid va pouvoir bénéficier des différents traitements disponibles ici, comme la toxine botulique. C'est sur elle que Carole compte aujourd'hui, après de longues souffrances. J'étais quand même au fond du trou, j'ai perdu pratiquement 10 kilos, hein, donc la douleur, moi, je savais plus faire à manger, je savais plus faire les courses, j'avais plus d'envie, j'avais plus rien. Le virus a touché des nerfs autour des côtes de Carole. La toxine doit supprimer les douleurs qui persistent. Donc là, je vais juste toucher la zone avec le doigt, et quand vous sentez que c'est douloureux, vous me le dites, et moi je fais un petit marquage, et ça va permettre de délimiter progressivement la zone à traiter. Ça marche ? Oui, tout là. Là ? C'est toujours au même endroit. Des démangeaisons, des picotements, des brûlures. D'où l'espoir que ça fasse du bien, que ça soulage, vraiment. On injecte dans cette zone-là pour que, au niveau cutané, le système de la douleur, donc qui est activé par les nerfs, il s'éteigne, au moins de manière transitoire grâce au produit, et que la répétition du produit, progressivement, permette d'éteindre cette espèce de feu qui continue à brûler la patiente, en fait. Le protocole prévoit 2 séances d'injection à 3 mois d'écart. La toxine va mettre hors circuit les petits nerfs abîmés à la surface de la peau. Dans ce reportage, le neurologue parle de feu
et de douleurs absolument insupportables qui ne sont pas soulagées par du paracétamol. Les médicaments classiques ne fonctionnent pas après un zona? Oui, tout à fait. La douleur, alors, il y a donc une différence entre le zona aigu, qui souvent disparaît heureusement, et la douleur post-zostérienne, qui elle peut durer de façon indéfinie, quelquefois des années, et qui elle effectivement est une douleur chronique par définition, et qui dure donc plusieurs mois, et qui s'accompagne effectivement d'une sensation qui donne, enfin une sensation de brûlure. Le fait le plus saillant, c'est la brûlure. C'est vraiment 80% des zonas, les gens ressentent une brûlure, mais c'est une brûlure extrêmement pénible, hein, c'est insupportable. Le deuxième type de douleur, ce sont les décharges électriques. Le troisième type de douleur, ce sont des douleurs au moindre contact. Alors le terme savant, c'est allodynie. On ne supporte pas le moindre effleurement sur la peau, même le vent. Donc les personnes, par exemple, qui ont eu un zona au niveau thoracique, moi j'en ai vu pas mal, hein, des femmes, elles ne mettent plus de soutien-gorge, c'est plus possible. Elles ne supportent plus rien. Mais tous les zonas ne vont pas se compliquer de douleurs post-zona. Heureusement, pas tous les zonas. Voilà. Et le dernier type, c'est ils ont aussi beaucoup de démangeaisons. Il faut savoir que le zona, ça donne beaucoup de démangeaisons. Et ça peut être très pénible, une démangeaison. Vous imaginez, une démangeaison chronique. Hein. Voilà. Oui. Donc oui, tout le monde ne développe pas une douleur post-zona, heureusement. Professeur, il nous reste 3 minutes 30 d'émission. Ça passe très vite, on a énormément de questions. Et vous avez amené d'ailleurs un petit dispositif d'électrostimulation pour soulager les douleurs. Je vous propose qu'on réponde dans un premier temps aux questions de vaccination. Et on parlera de la démonstration juste après. Gérard qui nous dit qu'il a des douleurs après un zona. Est-ce qu'il peut encore se faire vacciner quand on a eu un zona? Il faut attendre un an. Oui, il peut se faire vacciner après un zona pour ne pas avoir un autre zona. Et si on a des douleurs chroniques, est-ce que le fait de se vacciner change quelque chose ou pas? Non. Le vaccin n'a pas un effet curatif sur la douleur. Le vaccin, en revanche, a un effet protecteur. Il prévient le risque de zona et le risque de douleur post-zona, puisque si on n'a plus de zona, on n'a pas de douleur post-zona. À partir de quel âge peut-on se faire vacciner? C'est Monique qui nous pose Alors, cette question. on peut se faire vacciner à tout âge, mais il est, disons, remboursé en France après 65 ans ou après 18 ans quand on est immunodéprimé. Mais sinon, n'importe qui peut se faire vacciner avant 65 ans. Et ce vaccin, on fait 2 injections. 2 injections à 2 mois d'intervalle. Donc il n'y a pas de rappel tous les 5 ans pour l'instant? Alors, il y a la protection complète. Elle est très élevée, hein, la protection. Hein. C'est près de 90%. Hein. Donc le vaccin est très efficace. Très efficace. La protection complète dure 10 ans à peu près. Après, au bout de 10 ans, il vaut mieux recommencer quand même. Vaccin qui pourra avoir des bénéfices bien au-delà du zona? Tout à fait. Ce qui est déjà très bien, mais... Eh bien, en fait, il a été démontré récemment. Il a été démontré, sur des cohortes, alors ce sont des études épidémiologiques, il a été suggéré, je vais dire plutôt, que ce vaccin, les vaccins contre le zona, avaient également un effet protecteur sur la maladie d'Alzheimer, d'environ jusqu'à 30%, d'après une cohorte épidémiologique américaine très récente, c'est paru dans un très bon journal. Alors, ce sont des données épidémiologiques, elles ne sont pas 100% contrôlées, c'est pas une étude randomisée comme on dit, etc. Peu importe, mais en tout cas, il y a des signaux qui vont vers avec une explication neurologique, quelque chose avec une explication du bon sens, neurologique, absolument. Quand on a fait beaucoup de zonas dans sa vie, beaucoup de zonas, on peut avoir un tout petit peu plus de risque de faire une maladie d'Alzheimer parce que le zona est un virus neurologique, je vous l'ai dit, qui peut peut-être être à l'origine d'une des lésions de l'Alzheimer qui sont les plaques amyloïdes. Et donc, quand on a plus de zona, on a un peu plus de risque d'Alzheimer. Et inversement, quand on protège du zona, eh bien, on a un peu moins de risque d'Alzheimer. Voilà. Jean-Luc nous pose cette question, on en a parlé, mais c'est bien qu'on le précise. Il nous demande s'il peut transmettre un zona à ses petits-enfants quand ils n'ont jamais eu la varicelle. Mais il faut qu'il ait des symptômes. Non, il ne transmettra jamais un zona, mais il peut transmettre la varicelle. Mais lui, il faut qu'il ait des symptômes de zona. Il ne peut pas, en faisant un bisou s'il n'a rien, en embrassant ses petits-enfants. Non, mais c'est par voie cutanée. Hein. Les lésions cutanées sont contagieuses. Est-ce qu'on peut faire du sport pendant un zona ou mieux vaut-il se reposer, c'est Charlotte? On n'est pas capable, je crois. Tout dépend tout dépend en fait si on est douloureux ou pas. Si on est très douloureux, on peut évidemment faire du sport. Le sport est très conseillé dans toutes les douleurs chroniques, de toute façon. Mais si on est épuisé, forcément... Professeur, en 15-20 secondes, on peut montrer comment ça marche, ce TENS? Alors ça, c'est un appareil de neurostimulation qui est proposé par les structures de lutte contre la douleur dans de nombreuses douleurs chroniques, pas seulement le zona, hein, de nombreuses douleurs chroniques, par exemple le sciatique. Hein. Et l'avantage, c'est que c'est un non-invasif, c'est-à-dire ça, c'est pas dangereux, ça ne fait pas de mal. On met des électrodes sur la peau, c'est bon, on branche l'appareil, on le met en route, hein, et puis voilà, et on pose des électrodes sur la peau dans un territoire qui est en général expliqué par un infirmier ou une infirmière. Et après, on va donc se stimuler, on va dire, les contrôles de la douleur, ce qui a un effet donc antalgique dans un certain nombre de douleurs régionales. Merci beaucoup d'avoir amené ça, c'est hyper gentil. Et on rappelle que peut-être le meilleur des traitements restera la prévention avec la vaccination. Si vous avez 65 ans ou plus, ou si vous êtes immunodéprimé, parlez-en à votre médecin traitant. Professeur, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Rémi et Nora, merci beaucoup. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Demain, on répond à toutes vos questions sur le café. Ça va être super cool. Je vous souhaite une excellente journée sur France 5. Je vous dis à demain.